Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de stéréotypes. On va essayer de comprendre ce que c'est, quelle est leur utilité, quels sont les problèmes qu'ils soulèvent et comment prendre du recul et essayer de se détacher dans une situation où ils nous influencent de manière discriminatoire. Les stéréotypes sont partout autour de nous et apprendre quelles sont leurs fonctions peut nous aider à naviguer la société, le monde et nous-mêmes de manière plus consciente et réfléchie. Ce qui, je pense, nous permet de nous détacher de ce qui est attendu de nous et nous redonne un pouvoir d'action sur nos vies. Comme d'habitude, les sources sont dans la description et je vous encourage à les consulter si vous souhaitez approfondir. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. En sciences humaines, un stéréotype désigne l'image habituellement admise et véhiculée d'un sujet dans un cadre de référence donné. Cette image peut être négative, positive ou autre, mais elle est souvent caricaturale. En gros, un stéréotype, c'est l'attribution d'une caractéristique, d'un trait, à un groupe social. Les Asiatiques sont forts à l'école, les femmes sont moins intelligentes que les hommes, tous les Américains sont gros ou encore les gays aiment la mode, sont différents stéréotypes qu'on peut retrouver dans la société. Certains stéréotypes sont extrêmement problématiques car ils se basent sur de fausses croyances et préjugés, là où d'autres n'ont pas d'influence discriminatoire et sont donc une bonne manière de limiter les coûts cognitifs importants dus à la complexité du monde dans lequel nous évoluons. Il existe aussi ce que l'on appelle des autostéréotypes, qui sont les croyances que nous entretenons envers les membres des groupes sociaux auxquels nous nous identifions. Les stéréotypes ont pour fonction de rendre plus compréhensible et prévisible l'environnement complexe dans lequel on vit. Grâce à leur aspect cognitif, les stéréotypes s'avèrent utiles puisqu'ils aident à mettre de l'ordre et de la cohérence dans notre univers social. Notre esprit n'est pas capable d'appréhender toutes les nuances du monde et catégoriser les gens en fonction de leurs caractéristiques fait gagner énormément de temps à notre système cognitif. Imaginez si l'on devait connaître toutes les différences et subtilités d'un sujet donné. Qu'on ne puisse appeler les chiens que par leur race plutôt que de pouvoir les définir par la catégorie chien. On peut faire pareil avec toutes les nuances de couleurs, les coquillages, la musique, etc., etc. Vous devriez passer votre vie à étudier chaque sujet avant de pouvoir en parler. Les mettre dans des catégories bien rangées nous facilite énormément la vie. Un chien, c'est un chien, on n'a pas besoin de connaître toutes les espèces qui existent. Ce qui peut être positif, comme dans le cas où l'on souhaiterait choisir une app de navigation plutôt qu'une autre, et que l'on a un stéréotype sur lequel laquelle est la meilleure. Mais quand notre stéréotype est teinté de préjugés, cela peut s'avérer problématique. On verra d'ailleurs un peu plus loin à quel point ils peuvent être discriminants et impacter négativement un grand nombre de personnes. Ils permettent aussi d'augmenter les sentiments d'appartenance à un groupe, ce qui est très important pour notre bien-être psychologique. Quand on souhaite appartenir à un groupe, on va utiliser les stéréotypes liés à celui-ci. Par exemple, si l'on s'identifie aux babos ou aux hippies, on va apprendre plus ou moins consciemment à nous comporter et nous habiller comme elles veulent, et ainsi augmenter notre sentiment d'appartenance. Ils permettent donc de donner un cadre pour qu'on puisse se sentir bien dans un groupe et qu'on se sente appartenir à celui-ci. Les stéréotypes peuvent contenir des croyances à la fois positives et négatives au sujet de caractéristiques des divers groupes sociaux. Mais ils deviennent dommageables lorsqu'ils sont inexacts et qu'ils résistent au changement, alors même que les informations les contredisent. Malheureusement, l'usage des stéréotypes mène souvent à des jugements erronés, car trop réducteurs. Lors du processus de catégorisation, les individus filtrent l'immense quantité d'informations qui leur parvient de leur environnement et simplifient le traitement de celles-ci en exagérant les ressemblances et en ignorant certaines dissemblances entre les stimuli. En gros, votre cerveau fait une énorme généralisation des infos qui lui parviennent. Ce processus influe systématiquement sur nos impressions, car les aspects cognitifs des stéréotypes découlent directement du processus fondamental de catégorisation et notamment de la catégorisation sociale. La catégorisation est l'une de nos capacités cognitives et nous permet d'évoluer dans le monde en catégorisant les différents événements de nos vies. Elle est fondamentale dans la perception et la compréhension des concepts et d'objets, dans la prise de décision et dans toutes les formes d'interaction avec l'environnement. La catégorisation en tant que telle n'est pas un préjugé, mais elle leur sert de fondement. L'une des conséquences de la catégorisation sociale est que nous accentuons les différences entre les personnes appartenant à des groupes distincts et que nous minimisons les différences entre les membres d'un même groupe. De façon générale, nous avons plus tendance à minimiser les différences individuelles entre les membres de l'exogroupe qu'entre les membres de notre propre groupe. Ce qui nous amène à penser qu'eux sont tous pareils alors que nous sommes différents les uns des autres. C'est cette homogénéisation de l'exogroupe qui est à la base des stéréotypes et qui nous permet de faire des économies de jugement complexes sur chacune des très nombreuses personnes que nous côtoyons régulièrement. Même si un stéréotype se fait infirmer par des expériences de vie, on peut quand même le conserver en classant l'événement en contradiction dans une nouvelle catégorie ou dans un nouveau sous-groupe. Par exemple, l'idée que toutes les femmes aiment être invitées au restaurant peut être contredite si à une ou plusieurs occasions, une femme insiste pour payer elle-même. Mais afin de conserver le stéréotype, selon lequel les femmes aiment se faire inviter au restaurant, on pourrait catégoriser les femmes qui insistent pour payer dans une sous-catégorie de femmes féministes. Les stéréotypes basés sur des préjugés peuvent amener à des dérives néfastes, parfois très graves, comme dans le cas où nous surestimons et valorisons hiérarchiquement les groupes auxquels l'on s'identifie.
Par exemple, les anthropologues du 19e siècle, qui catégorisaient les groupes humains, classaient toujours parmi les groupes supérieurs celui dont ils étaient eux-mêmes issus. Ce genre de croyance est à l'origine de comportements qui mènent à des attitudes racistes, sexistes, homophobes ou de toute autre forme d'oppression qui arrive quand un groupe social se sent supérieur à un autre. J'invite donc tout le monde à remettre en question tout type de croyances qui peuvent nous conforter dans une forme de supériorité quelconque. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsqu'un stéréotype se base sur un préjugé et que l'on s'identifie au groupe social qui est jugé? Deux scientifiques, du nom de Steele et Aronson, ont réalisé une étude permettant d'évaluer l'importance des stéréotypes lors de performances scolaires. Ils ont pris des étudiants et étudiantes à la couleur de peau blanche ou noire et leur ont fait passer des tests de compétences verbales à la difficulté assez élevée, les séparant en 3 groupes distincts pour pouvoir mesurer les différences de performance en fonction de la situation. Il y avait un groupe menace dans lequel le test était décrit comme une mesure de la capacité intellectuelle, un groupe dans lequel le test était décrit comme une tâche de résolution de problèmes, et un dernier où l'on présentait le test sous forme de défi. Ce qui est remarquable, c'est que dans la situation menace, donc dans celle où on disait mesurer les capacités intellectuelles, les étudiants et étudiantes à la couleur de peau noire ont fait notablement moins bien que les élèves blancs. La raison derrière la chute de leur performance se trouve dans les stéréotypes se basant sur les préjugés que les personnes noires sont moins intelligentes que les blancs. La croyance, même inconsciente, des stéréotypes qui nous concernent peut nous affecter de manière négative. Ce qui est confirmé par le fait que dans les 2 autres groupes, les élèves à la couleur de peau noire ont fait aussi bien que les autres. Cet effet de stéréotype a un nom, c'est la menace du stéréotype. La menace du stéréotype est l'effet d'un stéréotype ou d'un préjugé sur une personne appartenant à un groupe visé par ce préjugé. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans l'exemple précédent. Dans une situation où il s'applique, et où donc il risquerait de se manifester, la personne concernée se sent jugée et éprouve des sentiments d'anxiété et ou d'insécurité. De plus, une personne victime de préjugés a souvent peur de le confirmer elle-même et d'ainsi nuire à son groupe, ce qui tend ainsi à renforcer d'autant plus son anxiété. Depuis l'étude de Steele et Aronson, la menace du stéréotype est l'une des notions les plus étudiées en psychologie sociale. En effet, son application est très large car de nombreux domaines et groupes sociaux sont visés par des préjugés. Si bien que la menace du stéréotype est susceptible d'affecter la vie d'un grand nombre de gens. Quelques exemples pour illustrer ça. Quand une femme passe un test de maths, son résultat est affecté par le stéréotype selon lequel les femmes ont des capacités en mathématiques inférieures à celles des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats de l'étude ont montré que le stéréotype n'intervenait pas quand il était précisé au préalable que les femmes réussissaient le test aussi bien que les hommes. Mais les stéréotypes négatifs concernent aussi les groupes privilégiés. Une expérience a été menée pour mesurer l'impact de la menace du stéréotype lors de la mesure de la sensibilité sociale des hommes. Les hommes étant considérés comme moins intelligents socialement que les femmes, ils faisaient moins bien au test, évaluant cette sensibilité sociale lorsque l'on rappelait ce stéréotype. En situation de menace, les personnes âgées sont affectées par les stéréotypes concernant la mémoire. Les étudiants de faibles statuts sociaux et les chômeurs ont leur performance intellectuelle réduite, et les blancs ont leur performance athlétique diminuée. On peut donc constater que la menace du stéréotype concerne tout le monde et que personne n'est épargné. Lorsqu'ils ont mis en avant la menace du stéréotype, les premiers auteurs avaient postulé que ce phénomène provoquerait une augmentation de la pression due à l'évaluation et perturberait le fonctionnement cognitif normal. La diminution des performances était donc due principalement à l'anxiété. Depuis, de nombreuses études ont tenté de valider cette première hypothèse et d'étudier les autres médiateurs possibles du phénomène. Cependant, la menace du stéréotype affecte le comportement de plusieurs manières, cognitivement, affectivement et motivationnellement. Le phénomène est donc complexe et il n'existe pas de médiateur unique. Maintenant, j'aimerais parler plus en détail de stéréotypes de genre et de l'immense souffrance qu'ils peuvent causer. Quand une énorme pression sociale nous pousse à coller à l'étiquette communément admise par la société du genre que l'on s'est vu attribuer, et que l'on s'acharne à essayer de se conformer à ce qui est attendu de nous en tant qu'hommes ou femmes, cette pression sociale nous pousse à un mal-être intérieur et nous empêche de grandir et de nous développer sainement en tant qu'individus. Ce développement est empêché car au lieu d'être poussé seulement à faire les activités qui pourraient nous intéresser de manière intrinsèque, on nous dirige vers celles qui correspondent le mieux à notre genre. Ainsi, les garçons vont plutôt être dirigés vers l'informatique ou encore les maths, et les filles vers les activités plus artistiques ou dans le care, le soin à l'autre. Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a tout un ensemble de comportements et de qualités qui sont attribués à un genre ou l'autre. Par exemple, ces caractéristiques sont attribuées aux femmes et celles-ci aux hommes. Comme on peut le voir ici, les traits masculins stéréotypés sont davantage assimilés aux qualités de prestige, d'indépendance, de confiance en soi et de responsabilité. Et les traits féminins à l'affectif, la communication et les sentiments. Je trouve ça extrêmement dommageable que l'on soit poussé par la pression sociale à adopter des caractéristiques associées à notre genre, limitant le nombre d'aptitudes que l'on pourrait apprendre car elles ne correspondent pas à ce qui est attendu de nous. Personnellement, mon éducation en tant qu'homme m'a fait manquer certaines capacités socio-émotionnelles importantes
ce qui m'a tenu éloigné de mes émotions et de celles des autres pendant très longtemps. Cette pression sociale m'a poussé à poursuivre une masculinité et une virilité toxiques que j'ai mis du temps à déconstruire, et que je suis encore par bien des aspects en train de déconstruire. Mais je suis un homme dans une société patriarcale. Imaginez seulement les injonctions sociales qu'ont subies les personnes assignées à un genre féminin, leur demandant d'adopter des comportements attendus de leur genre, tels que la douceur, la docilité ou la soumission dans un contexte de domination sociale extrêmement violent imposé par le patriarcat. Je n'imagine pas non plus le calvaire psychologique des personnes appartenant à un autre genre que celui auquel elles ont été assignées, subissant une pression sociale permanente, leur guidant d'être et de se comporter différemment de qui elles sont vraiment. Ok, donc on a vu ensemble les différentes manières dont les stéréotypes peuvent nous influencer négativement dans la vie de tous les jours, allant de la baisse de nos performances cognitives à un mal-être social. Et donc je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement pour nous, il y a plusieurs moyens de contrecarrer l'influence néfaste des stéréotypes, et nous ne sommes pas totalement sans défense. Déjà, on pourrait commencer par vérifier la véracité du stéréotype, faire des recherches pour essayer de confirmer ou d'infirmer une croyance. Ce faisant, nous aurons plus de recul face à la situation, et serions moins soumis à l'impact du stéréotype. Implémenter d'autres croyances peut aussi aider. Souvenez-vous de l'expérience avec les étudiants et étudiantes noirs. Certains et certaines chercheuses ont voulu trouver des moyens de réduire l'impact des stéréotypes, et ont donc fait suivre à des élèves un programme de correspondance qui leur a permis de se rendre compte que l'intelligence était malléable. Et effectivement, suite à ce programme, elles étaient moins soumis et soumises à la menace du stéréotype qui les concernait. Un autre moyen serait de mettre l'accent sur notre individualité. En effet, se voir comme un individu plutôt que comme un membre du groupe stigmatisé permet de réduire la menace du stéréotype ainsi que ses conséquences. Il nous suffirait de lister 3 de nos défauts et 3 de nos qualités afin de réussir à avoir un réel impact sur nos performances en situation de menace. Nous pouvons aussi utiliser l'affirmation de soi pour réduire les effets du stéréotype. En demandant aux personnes étudiées de décrire une des caractéristiques importantes de leur personnalité avant de passer un test en situation de menace, on a réussi à réduire l'impact du stéréotype. Et pour finir, on peut aller jusqu'à se désidentifier du groupe ciblé par le stéréotype, ou mieux encore, réduire les frontières intergroupes, car la conscience de la différence entre l'endogroupe et l'exogroupe pourrait être une condition préliminaire à l'observation des effets de la menace du stéréotype. En effet, encourager les individus à ne pas mettre l'accent sur les différences permet de les atténuer. Donc, je résume. Pour réduire l'impact des stéréotypes, nous pouvons vérifier s'ils se basent sur des faits, créer de nouvelles croyances, mettre l'accent sur notre individualité, s'affirmer, se désidentifier du groupe stéréotypé ou réduire les différences entre l'endogroupe et l'exogroupe. Nous ne sommes donc pas sans pouvoir face aux stéréotypes. Grâce à la connaissance de nos modes de fonctionnement, nous pouvons reprendre la main et nous empuissanter dans les situations où les raccourcis cognitifs de notre cerveau deviennent un désavantage. Ces connaissances nous permettent d'avoir du contrôle sur la manière dont nous sommes influencés au quotidien, et je pense que la compréhension de nos systèmes cognitifs nous permet de faire les choix les plus conscients et informés, ce qui est selon moi un excellent moyen pour se reconstruire hors de notre socialisation, et est l'une des étapes menant à l'épanouissement, car elle nous permet de remettre en question et de redéfinir la manière dont le système dans lequel nous évoluons nous a définis. Mais tout ça, c'est quand les stéréotypes nous concernent. Que se passe-t-il quand ils concernent les autres ? 2 chercheurs, Rosenthal et Jacobson, ont mené une expérience dans une école primaire. Ils se sont présentés à l'école en expliquant qu'ils dirigeaient une vaste étude portant sur l'éclosion tardive des élèves. Ils leur ont donc fait passer des tests de QI qu'ils pourront par la suite refaire passer afin de comparer les résultats. Une fois le test effectué, ils s'arrangent pour que les enseignants et enseignantes prennent connaissance des résultats en faisant croire à une erreur de transmission de courrier. Sauf que les résultats ne sont pas vraiment ceux du test de QI. Ils comportent des notes distribuées aléatoirement, dans lesquelles 20% des élèves se sont vus attribuer un résultat surévalué. À la fin de l'année, Rosenthal et Jacobson font repasser le test de QI. Le résultat de l'expérience est assez impressionnant, et démontre qu'une année après la divulgation des faux résultats, les 20% surévalués ont amélioré de 5 à plus de 25 points leur performance lors du test d'intelligence. Dans une certaine mesure, le résultat découvert permet de tirer la conclusion suivante. En pensant que quelqu'un possède une caractéristique, nous changeons notre propre attitude vis-à-vis de cette personne et l'influençons de telle sorte qu'elle va effectivement acquérir cette caractéristique ou l'exprimer de façon plus flagrante. Après avoir reçu les faux résultats des tests de QI, les professeurs ont donc changé le regard qu'ils portaient sur ces élèves, ce qui a amené à des changements de comportement et d'attitude envers eux, menant à une hausse de performance. Sachant cela, nous nous devons de questionner l'influence des professeurs et de leur impact. S'il suffit que le regard d'un ou d'une professeure change positivement le niveau de QI de ses élèves, c'est que l'opposé est tout aussi vrai, et peut donc s'avérer destructeur. D'ailleurs, l'effet inverse de l'effet Pygmalion a un nom, et il s'appelle l'effet Golem.
Il suffirait que certains profs aient un a priori quelconque sur leurs élèves pour que cet a priori ait des répercussions profondes sur leur apprentissage. L'effet Pygmalion est donc une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite des autorités ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès et est un cas d'effet d'étiquetage. La théorie de l'étiquetage social est une théorie que je trouve particulièrement intéressante. Cette théorie souligne comment le concept de soi et le comportement des individus peut être déterminé ou influencé par les termes utilisés pour les décrire ou les classer. Elle est reliée au concept de déviance, de prophétie autoréalisatrice et de stéréotype. L'étiquetage peut provoquer la stigmatisation sociale car elle met à l'écart les individus ne se conformant pas à ce qui est attendu d'eux. Repensez à la partie sur le genre et vous arriverez à faire un lien. L'étiquetage social fonctionne grâce à un biais cognitif qui fait que les individus tendent à se conformer aux jugements qu'on plaque sur eux et qu'ils reviendront difficilement dessus car toutes leurs actions ultérieures seront alors sous l'influence de ces jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et c'est donc ce biais qui est à l'origine des effets Pygmalion et Golem, mais aussi de plein d'autres de nos comportements sociaux. Nous sommes influencés à tellement de niveaux par nos biais cognitifs que je ne comprends pas comment aujourd'hui nous pouvons encore rejeter la faute sur les individus quand la quasi-totalité de nos comportements sont dus à des facteurs extérieurs à nous, comme notre environnement par exemple, mais aussi notre biologie. Je pense que la prise en compte de cette information est nécessaire à la construction d'une société plus juste et saine. Changer les environnements dans lesquels nous évoluons et la manière dont nous jugeons autrui serait bien plus efficace que de responsabiliser l'individu pour les comportements sur lesquels il n'a que peu, voire pas d'influence. Mais bon, ça c'est un sujet à creuser et nous en parlerons dans une autre vidéo dédiée, si je trouve un moyen de sortir plus d'une vidéo tous les 6 mois. D'ailleurs, les stéréotypes vont plus loin que de juste modifier nos comportements, car ils vont jusqu'à changer notre physionomie. C'est à se demander qu'est-ce que notre environnement n'influence pas. Des chercheuses ont mené une série d'expériences impliquant des centaines de participants et participantes en Israël et en France. L'exercice était simple. Chaque personne se voyait présenter des photos d'inconnus et devait sélectionner le prénom correspondant au visage à partir d'une liste de 4 ou 5 prénoms. Dans chaque expérience, le prénom était trouvé beaucoup plus précisément, entre 25 à 45% de chances de réussite, que si ça avait été aléatoire. Et cela, même lorsque l'ethnicité, l'âge et d'autres variables socio-économiques étaient contrôlées. Les faits seraient dus aux stéréotypes culturels qui sont associés aux prénoms et sont donc spécifiques à chaque culture. Dans une étude incluant des participants et participantes d'origine française et israélienne, on pouvait en effet voir que les personnes étudiées de nationalité française trouvaient beaucoup plus facilement les prénoms des visages français, et inversement. Ce qui démontre qu'une société donnée partage un même stéréotype correspondant à un visage pour un prénom donné. En gros, en France nous partageons un stéréotype pour le prénom Pierre, et les Pierres font évoluer leur visage vers ce stéréotype que seuls les Français savent ensuite reconnaître. Ce qui est vraiment dingue quand on y pense. Quand je vous disais qu'on se faisait influencer par tellement de facteurs qui participent à nous déterminer, je vais terminer en vous parlant d'une petite info que je ne savais pas trop où placer dans la vidéo. Cette information concerne les gens beaux et l'injustice qu'il peut y avoir aux stéréotypes liés à la beauté. Quand on est beau, les gens se comportent de façon plus gentille, elles sont plus attentionnées, récompensent plus et punissent moins les différents comportements des personnes considérées comme belles. Ce qui est d'ailleurs un énorme biais dans notre système judiciaire. Car pour une même peine, vous serez jugé moins durement lors d'un procès en fonction de votre beauté perçue. Les personnes belles sont également considérées comme plus dignes de confiance, et le fait d'avoir été élevé avec autant d'attention et de gentillesse fait que les gens beaux deviennent souvent plus gentils. Cerise sur le gâteau, comme il y a un stéréotype que les gens beaux sont plus gentils, il suffit de regarder n'importe quel dessin animé Disney ou film pour comprendre d'où vient cette idée. Il y a soumission au stéréotype, ce qui rend les gens beaux encore plus gentils. La soumission au stéréotype fonctionne dans le cas d'un effet d'étiquetage. Par exemple, quelqu'une d'asiatique pourrait essayer de se conformer au stéréotype qui dit que les asiatiques sont bons en maths. Et sans s'en rendre compte, Yale deviendrait meilleure en maths pour se caler sur ce que la société attend d'eux. Et comme on attend plus de choses positives des gens beaux, ils vont être inconsciemment tirés vers le bien pour se conformer au stéréotype de ce qui est beau et bien. Les stéréotypes sont donc partout autour de nous. Ils peuvent être utiles dans notre quotidien, mais quand ils sont teintés de préjugés, leur influence peut être néfaste et désavantager les groupes sociaux concernés par ceux-ci. Heureusement, il existe des solutions pour réduire leur influence sur nous ou sur les autres, et nous pouvons utiliser ce savoir afin de naviguer la société en se débarrassant d'une forme de pression sociale parfois inutile et profondément problématique. Comprendre leur fonctionnement peut être un puissant outil, nous aidant à naviguer le monde, nous faisant prendre du recul et ainsi réaliser l'influence de notre environnement sur nous tous. Cela nous permet aussi d'avoir un pouvoir sur l'impact de celui-ci, et peut donc être une forme d'empuissantement nous permettant de nous détacher de la socialisation ou de l'étiquetage social qui nous influence depuis toujours.
Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que vous l'aurez appréciée. Si vous voulez me soutenir, vous avez la possibilité de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour le référencement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt.